Bonjour à tous. Alors, avec un peu de retard, voici le tarot anonyme de Paris. Donc, un tarot du début du XVIIe siècle, qui est le premier tarot comportant des arcanes nommés et numérotés. Donc, voici le fou. Un fou qui ressemble plutôt à ceux des tarots italiens. Voici le battleur qui est en action. On voit qu'il est donc entouré de spectateurs. Et surtout, sous la table, on voit un petit chien et un singe. Et dans le langage alchimique, le singe et le chien représentent Mercure. Le Mercure. Voici la papesse. Alors, donc on voit que les pieds de son trône sont ornés de créatures étranges. Elle tient une clé et un livre qu'elle tient du bout des doigts, un livre fermé. Voici l'impératrice. L'empereur. Voici le pape. Alors, on voit qu'à ses pieds, il y a une créature fort étrange et inhabituelle sur une carte du pape. Il tient une clé et un étendard. Et on voit étrangement sur ses mains des points rouges qui font penser un peu aux stigmates du Christ. Donc un pape plutôt inhabituel. Voici la carte de l'amoureux. Alors là, l'amoureux, contrairement au tarot de Marseille, il a fait son choix. Et il est en train de songer à passer à l'action. Ici, nous avons le chariot. Alors, le chariot est tiré par deux oies. Et donc, le prince qui le conduit est aidé, secondé par un page. Ici, la justice. La justice a les yeux bandés et elle a deux visages. Voici l'ermite. L'ermite, on voit un visage qui laisse entendre qu'il serait plutôt un lépreux et qui se déplacerait dans une ville, enfin un paysage urbain, et il serait plutôt, disons, armé de crécelles pour éloigner les gens. Donc un ermite d'une nature différente de celle du tarot de Marseille. La roue. La roue de fortune, on voit que ici on a au centre de la roue clairement représentée une étoile à 6 branches. En haut de cette roue se trouve un personnage couronné et donc autour de la roue on a des personnages humains qui sont donc en position de chute ou d'ascension suivant leur position dans la roue. Sur la carte de la force, on a une colonne brisée et un lion qui accompagne ce personnage féminin, très puissant. Voici le pendu. Voici la mort. Voici la tempérance, ici la tempence. Alors on voit donc un personnage féminin
qui porte une cruche et qui verse dans un autre récipient qui est à ses pieds un liquide qui semble être de l'eau. Et c'est très beau de voir en fait ce liquide traverser de part en part la carte, en diagonale, du haut vers le bas. Et il semble qu'au contact du liquide qui se trouve dans la coupe sur la partie inférieure, il y ait une espèce de réaction qui s'y passe. On voit des flammes, on voit des fumées, des vapeurs qui s'élèvent au-dessus de ce récipient. C'est une belle carte bien intéressante. Un diable, plutôt représenté, on dira, à l'italienne. Pas de maison Dieu, la foudre. Là, on a des gens qui sont terrifiés. En bas de la carte, on a quelqu'un dans une position fétale, vraiment de recroquevillé. Dans les anciens tarots, la maison Dieu, c'était plutôt l'enfer ou la maison de Pluton. Et donc ici, cette carte de la foudre, oui, elle pourrait représenter les enfers. C'est une scène vraiment infernale qui est représentée sur cette carte. Voilà l'étoile. Alors, Viéville a cette même représentation de l'étoile qui est un astrologue qui regarde le ciel avec ses outils et ici son chapeau est en forme de pyramide. Voilà, c'est une carte complètement différente de celle de l'étoile des tarots de Marseille. La lune aussi est très différente. Alors ici, elle représente un jeune homme qui joue de l'harpe sous les fenêtres d'une belle, le tout éclairé par une pleine lune. C'est une jolie carte. Le soleil est très étrange. Alors, on a une créature bleue très bizarre en train de montrer quelque chose, peut-être un miroir, on ne sait pas, à une jeune demoiselle qui est effrayée et on la comprend. Et le tout sous un soleil impassible, une magnifique représentation du soleil avec ce visage très calme. Un jugement plutôt classique. Un monde dont la représentation n'a rien de chrétien. Voilà, et voilà, on a un côté plutôt qui fait penser aux gravures alchimie, dans les traités d'alchimie. Une belle carte. Et nous passons aux mineurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les cartes des As sont représentées par des animaux qui tiennent donc un drapeau qui porte l'emblème de la suite qu'ils initient. Donc pour les deniers, nous avons un lion qui brandit un étendard avec un denier dessus. Le 2 de denier. Et sur toutes les cartes de la suite, il n'y a pas de décor, de végétation, etc. Toutes représentent des pièces d'or. Voilà, certaines avec voilà, je vous les détaille assez rapidement. Voilà, voilà, etc. Voici le valet de denier. Voici le chevalier de denier. Alors, il est plutôt dynamique, hein.
Il est monté sur un cheval gris-bleu. Voici la reine de denier, le roi. Et on passe à l'as d'épée. L'as d'épée qui est représenté par une licorne. Voilà. Avec son étendard. Dans les deux de bâton et les deux d'épée sur ce jeu, c'est ici qu'on représente les mains, disons qui représentent les interventions divines. Voilà, sur les deux, seulement les deux. Les épées sont représentées par des sabres, hein, donc des lames bien courbes. Voilà, ils sont colorés. Et il n'y a pas de décor végétal. Et les cartes, qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, on a écrit en gros S3 ici. S pour SP, hein, je pense. Hein. S, la lettre S pour SP, puisqu'on c'est bien indiqué sur l'as. Oups, voilà. Écrit en bas art d'esprit. Voilà. Hop. Donc voici rapidement les autres cartes. Bien chargé. Voici le valet. Le chevalier d'épée était intéressant, il est représenté de dos. Monté aussi sur un cheval gris, il est splendide. Voici la reine d'épée, pas commode, hein. Ne pas se retrouver devant elle, hein. Elle est décidée. Voilà, voici le roi d'épée. Et on passe l'as de coupe qui est porté, donc l'étendard est porté par un espèce de cerf qui a deux cornes rouges, enfin des bois on dit plutôt, des bois rouge sang, rouge flamboyant, voilà. Et voici les coupes. Richement ornées, toutes de décors différents. Là aussi, aucun ornement en dehors de la représentation des coupes. Voici le 10. Toutes les coupes sont différentes. Voici le valet. Alors, les personnages portent tous une coupe fermée. Donc, le valet de coupe et de dos. Le chevalier de coupe est monté sur un cheval rose chair avec une patte bleue. Alors ces détails donc de chevaux bicolores, on les retrouve dans le Noblet, dans le tarot de Besançon aussi. Hein. Voici la reine de coupe, le roi de coupe. Alors, l'as de bâton, donc l'étendard, le drapeau, en fait, est porté par une créature hybride, une chimère. C'est un singe bleu ailé sur un corps de lion.
Voici le 2 de bâton qui donc sont brandis par des mains. Et voici les autres cartes de la suite des bâtons. Donc des bâtons numéros. Enfin, les cartes avec des... Voilà, enfin... Honnêtement, pour les symboliques, je pense qu'on doit se rapporter simplement à la numérologie. Ici le 10. Voilà. Voici le valet de bâton. Le chevalier de bâton est monté sur un cheval avec 2 pattes bleues et 2 pattes chères. Voilà. Voici la reine. Et enfin, voici le roi. Voilà. La prochaine fois, je vous montrerai le tarot de Jean-Pierre Payen. Mais je ne vais pas vous montrer la version de 1713. Vous voyez, elle est très jaune. Je vais vous montrer une carte. Il y a énormément de jaune dans ce jeu. Et je vais vous montrer une adaptation, une copie de ce jeu qui s'appelle le Tarot de Rivesaltes et qui est donc toute récente. Hein. En fait, c'est un artiste qui a décidé de le représenter avec des couleurs un peu plus riches. Donc toutes les parties jaunes sont rehaussées d'orangé. Le bleu est un beau bleu turquoise. L'idée étant de rendre à ce jeu des couleurs plus de vitraux. Et c'est magnifique. Et voilà, je vous montrerai ça. Voilà. Au revoir, à bientôt.